Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Jean-François Tantin. Jean-François est aventurier, organisateur d'Ultra Aventure et je l'ai déjà reçu dans le podcast. Je vous invite à écouter l'épisode 104. Il vous aidera à mettre en perspective cet épisode qui va suivre. Jean-François vient de revenir du Mexique où s'est déroulé l'Ultra Run Raramuri qu'il organise. L'objectif de cette course était de montrer si les Indiens Raramuri sont bien le peuple de coureurs les plus rapides du monde ou si des Occidentaux élites pouvaient les battre. Il se trouve que Julien Chaurier est arrivé premier de cette course, on a donc notre réponse. Malgré tout, vous allez le voir, cette épreuve ne s'est pas déroulée exactement comme prévu et il y a eu de multiples rebondissements avec les cartels de la drogue notamment, avec des Indiens Raramuri qui sont managés par des gens qui ont peut-être un intérêt à les manager. Vous allez le voir, le témoignage de Jean-François est sans filtre, sans tabou. Il nous partage son vécu, son aventure et c'est assez touchant. Je tiens à m'excuser pour la qualité du son qui est un petit peu moins bonne que d'habitude, mais c'est un extrait du live qui a été fait pour notre conversation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Très très bonne écoute dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, nouveau direct, ça faisait longtemps d'ailleurs qu'on n'avait pas fait un petit direct sur La Planète Trail. C'est avec Jean-François Tantin aujourd'hui que je suis et c'est notre deuxième échange, Jean-François. On avait fait un petit entretien sur l'avant de la course et, que tu as organisé, donc l'Ultra Run Raramuri. Je suis très content de te recevoir pour avoir maintenant ton impression sur l'après. Tu viens de revenir du coup du Mexique. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Donc, je suis revenu il y a une quinzaine de jours de cette course très particulière, donc qui était la 4e édition de l'Ultra Run Raramuri. Donc, je n'avais pas fait cette course depuis 4 ans, depuis 2018. L'objectif, comme tu le sais, c'était de vérifier le fameux mythe de l'invincibilité de ces coureurs sur leur terrain de jeu. Et cette fois, donc, j'avais décidé de venir avec des coureurs susceptibles d'être compétitifs vis-à-vis de ces Indiens, parce que lors de mes précédentes courses, aussi bien en 2016, 2017 et 2018, j'avais eu 2 courses dans la course, puisque le premier Raramuri avait 27 heures d'avance sur le premier français. Rien que ça. Donc, voilà. Donc là, cette année, je m'étais dit, je vais essayer de recruter, donc d'inviter sur cette course des coureurs avec des palmarès assez impressionnants pour pouvoir rivaliser avec ces Indiens. Donc j'avais réussi à intéresser certains coureurs de très haut niveau, dont Julien Chaurier, qui est quand même un des grands coureurs d'Ultra Trail, le double vainqueur de la Diagonale des Fous. Il a gagné l'Ultra Trail du Mont Fuji, la Hard Rock. Donc c'était vraiment une pointure. J'avais également d'autres coureurs de très bon niveau. J'avais Pavel Panonsi, qui est un coureur tchèque qui a aussi un très très bon niveau. J'avais Johan Steen, qui est quand même un des rares coureurs à avoir réussi à faire 3 tours dans la Barclay. Vanessa Morales chez les femmes, qui est une spécialiste de la montagne, qui a battu le record d'ascension aller-retour du Kilimanjaro, et aussi un certain nombre de coureurs au profil d'aventuriers, mais très expérimentés et très endurants. J'avais Thierry Corbarieux, qui a quand même gagné des courses par moins 40 degrés aussi dans le Grand Nord, en Alaska, qui a gagné les 1000 kilomètres de Mauritanie, donc 1000 kilomètres dans le désert. Donc j'avais un certain nombre de pointures, exactement 15 coureurs, bon, qui était un petit peu différent par rapport au premier casting que j'avais établi, mais qui remonte à 1 an et demi. Mais bon, les remplaçants que j'avais trouvés étaient tous des gens de ce profil. Donc on est parti là-bas. Bon, et j'ai eu un certain nombre de surprises, aussi bien en bien qu'en moins bien, mais c'est ce qui va faire l'objet de notre échange. Donc j'avais décidé de donner un peu plus d'envergure médiatique à ma course
Et aussi, c'est la raison pour laquelle je m'étais dit, pour la première fois, on va faire une trace, parce que dans les précédentes courses, il n'y avait eu qu'un balisage avec de la rubalise. Là, on va faire une trace, parce que en plus de cette trace, j'avais décidé de faire un suivi satellite pour que on puisse suivre cette compétition à distance. Donc je suis parti faire mon repérage avec mon équipe de pisteurs habituels, c'est-à-dire donc deux guides mexicains qui connaissent vraiment très très bien cette région, c'est-à-dire un guide de Chihuahua qui s'appelle Octavio Jones, qui est vraiment bon, un garçon hyper compétent, qui connaît très bien ces canyons et qui connaît également un Raramuri qui fait partie de son équipe, qui s'appelle Chuy. Donc c'est lui qui nous avait tracé à l'origine ce parcours assez exceptionnel qui est hors des sentiers battus et qui nous permet de passer par des endroits qui ne sont fréquentés que par les Raramuri, donc un parcours hyper sauvage. Et pour faire la trace, là, je m'étais adjoint les services d'un jeune garçon de 23 ans, mais qui était un type vraiment très spécialisé dans la cartographie, dans les cartes. C'est un garçon qui s'appelle Simon Guignard et qui en plus est un athlète de très haut niveau en devenir. Il est déjà un vététiste de très très haut niveau, puisque c'est le plus jeune vainqueur de la Divide, qui est une course de cyclotourisme, de VTT plutôt, il a fait plus de 2200 km entre le Nord et les Pyrénées, donc c'est vraiment quelqu'un de très fort. Donc je suis parti avec lui et mon équipe, plus mon adjoint habituel Romain Grandjean, et on a fait donc tout le repérage. Alors pour l'anecdote, on s'est rendu compte vraiment que personne ne passait dans ces endroits, puisque au niveau de la rubalise, on a retrouvé à peu près un quart de la rubalise que nous avions mis en 2018, il y a 4 ans. Donc le parcours s'est très bien passé. On a eu quelques petites surprises, par exemple pour la traversée de la rivière, qui habituellement, donc à l'endroit où on l'a traversée, on avait de l'eau jusqu'aux genoux. Là, on s'est rendu compte que le niveau avait monté, c'est-à-dire que quand je l'ai traversé, j'avais de l'eau jusqu'aux épaules. Donc, il a fallu qu'on trouve un autre endroit pour la traverser plus en aval, parce que bon, je suis pas extrêmement grand, mais je m'étais dit, nous avons quelques filles sur la course qui sont plus petites, donc si on va pas les noyer quand même lors du passage de cette rivière. Donc le repérage s'est effectué sans problème, et donc à l'issue de ce repérage, on avait donc eu une trace qui nous a permis de vérifier un petit peu la distance exacte et le dénivelé. Donc à 10 km près, on était dans ce qui avait été annoncé à vue de nez sur les précédentes expéditions, parce que bon, là, à l'époque, on n'avait pas de données assez précises. Donc c'était une sécurité aussi pour les coureurs d'avoir cette trace. Les coureurs sont arrivés, donc d'abord Julien Chaurier qui est arrivé quelques jours avant, car comme tout coureur professionnel, donc il préparait cette course avec méthode, donc il est arrivé 2 jours avant pour pouvoir un peu s'acclimater, parce qu'il faut dire que on est quand même en altitude, hein. Notre grande base était à 2400 mètres, et c'est vrai que le dénivelé, l'altitude est aussi un paramètre pour cette course, parce que on descend à 600 mètres, mais on remonte à 2000, 2100, 2004. Donc il y a aussi un minimum d'acclimatation, ce qui a posé un certain nombre de problèmes pour certaines catégories de coureurs qui ont eu du mal à s'acclimater. Donc les coureurs sont arrivés. J'avais, comme chaque année, privatisé donc ce qu'on appelle les cabanas au Mexique. C'est des petites maisons d'hôtes tenues par des familles Raramuri pour pouvoir créer ce que j'avais établi lors des précédentes courses, une véritable connexion entre les Indiens et les coureurs venant d'Europe et d'Amérique du Nord, parce que j'avais cette année des Canadiens, pour qu'ils puissent vivre l'avant-course et l'après-course ensemble. Alors,
On a réceptionné la veille de la course les Raramuri. Alors comme d'habitude, étant donné que ces coureurs ont une autre conception de la course à pied que nous, on ne sait jamais jusqu'au dernier moment qui va venir. Donc nous, on lance des invitations à des coureurs dont on connaît le niveau. Mais bon, jusqu'au dernier moment, ils peuvent très bien décider de ne pas venir. Donc je ne savais pas quelle était la liste finale des Raramuri qui seraient présents. Donc je tablais sur 15 Raramuri. J'avais invité les coureurs qui avaient participé à mes précédentes courses en renouvelant un petit peu pour avoir le top du top actuel, pour qu'il y ait une véritable confrontation avec les autres coureurs. Et aussi, j'avais réinvité les personnages un peu médiatiques, c'est-à-dire donc les deux coureurs de Banturan, Arnulfo Kimaré et Silvino Kubazer. Bon, et en définitive, la veille de la course, eh bien bon, j'ai eu un casting là aussi un peu différent. Bon, Arnulfo Kimaré n'est pas venu parce que il avait eu, il n'est plus vraiment au top, hein, donc ce genre de distance l'intéresse moins. Silvino Kubazere devait venir et au dernier moment n'est pas venu, donc j'étais un petit peu déçu à ce niveau-là. J'avais également invité Lorena, qui est la meilleure indienne actuelle. Bon, il s'est avéré que pour elle, une distance de 190 km, c'était un peu trop excessif pour elle, donc elle a décliné aussi l'invitation. Donc, bon, j'étais à la veille de la course, je me dis qui est-ce que je vais avoir. Et au fur et à mesure, donc, les Indiens sont arrivés. Bon, d'abord, deux jeunes Indiens qui venus de nulle part, là, deux gamins, hein, qui parlaient déjà pas du tout espagnol. Donc, par l'intermédiaire de Chuy, donc notre guide de Raramuri, on a réussi d'établir un contact, mais visiblement, il avait du mal, lui aussi, à correspondre avec eux. On a réussi à savoir qu'ils avaient 18 et 19 ans, mais bon, quand on les regardait physiquement, on avait plutôt l'impression qu'ils avaient 15-16 ans. Ils venaient, ils avaient entendu parler de la course. Leur père avait participé à la course en 2018 et d'une certaine façon, on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu en service commandé. C'est-à-dire leur père leur avait dit venez courir parce qu'il y a peut-être c'est ça et ça c'est un des problèmes. Il y a des pesos à gagner, donc allez-y. Donc moi j'étais un petit peu réticent parce que ces deux garçons n'avaient pas du tout d'expérience. Visiblement, je me disais s'ils participent, ils étaient fragiles d'aspect. Voilà. Donc j'étais très réservé. Bon, mais comme ils restaient là, je leur ai dit, écoutez, moi je prends 15 Raramuri. S'il n'y a pas le nombre de 15, peut-être que je vous prendrai. Au fur et à mesure, donc les Indiens arrivent. Je vois arriver, alors ça avec beaucoup de satisfaction, beaucoup de coureurs qui avaient participé à mes précédentes courses, dont les trois meilleurs actuels, c'est-à-dire donc Pedro Parra, qui est celui qui avait fait le 5e temps mondial sur la backyard en 2020. Reyes Satevo, qui est aussi un jeune coureur, qui a une trentaine d'années, mais qui avait déjà gagné la course en 2018 et qui avait fait donc des places d'honneur sur les deux précédentes, et le fameux Juan Contreras Garcia, qui était le détenteur du record sur cette course en 25 heures 24 minutes. Et puis d'autres qui avaient aussi participé aux précédentes courses. Mais bon, malheureusement, il n'y avait pas de femmes. Alors, le problème des femmes Raramuri, c'est qu'elles viennent courir que dans la mesure où elles ont, d'une certaine façon, un tuteur qui court avec elles, c'est-à-dire un membre de leur famille. C'est ce qui s'était passé en 2018 et 2017 où j'avais eu chaque fois 2 femmes. Bon, là, pas de coureuse, donc j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça, on n'a pas le choix. Et donc, en définitive, j'avais
peu de coureurs, j'avais que 9 coureurs. Donc, suite à cela, j'ai décidé de prendre les 2 jeunes là qui étaient toujours en stand-by. Donc, on partait avec donc 15 coureurs européens et nord-américains et 11 coureurs Raramuri. Alors, le lendemain matin, au départ de la course, à petit déjeuner à 6 heures du matin, une certaine déception car je vois arriver 9 coureurs Raramuri avec des baskets. Alors là, je suis totalement étonné parce que, en général, sur les précédentes courses, ils couraient tous en sandales traditionnelles. D'autant plus que là, même sur cette course, quand ils sont arrivés la veille, en tenue entre guillemets civile, ils étaient avec les fameuses Huarache. Donc là, je suis quand même un petit peu étonné. Les 2 seuls qui n'étaient pas avec des baskets, c'était justement les 2 jeunes là qui étaient en stand-by et que j'avais décidé de prendre. Je suis un peu étonné, je discute un petit peu et je me rends compte, chose que je subodorais déjà, mais moins les autres précédentes années, c'est que actuellement, vu la notoriété des Raramuri, vu le fait qu'ils sont confrontés maintenant à certains coureurs d'Occident, eh bien, il y a des agents, un peu comme les agents de footballeurs, c'est ce qui rentre un petit peu dans le circuit. Donc, ce sont en fait des Mexicains qui sont absolument, pas du tout Raramuri, et qui gèrent, entre guillemets, la carrière des meilleurs Raramuri. Alors, quand on dit gérer, c'est pas, à mon avis, dans un sens bénéfique, et je commence à comprendre certaines choses. Donc, déjà, ces agents donc ont considéré que puisqu'il y allait y avoir une confrontation de haut niveau avec des coureurs donc occidentaux, ils ont eu un petit peu et ils se sont dit bon, les champions français et nord-américains courent avec des chaussures, on va donner des chaussures aux Raramuri. Bon, sauf le problème, c'est que d'une part ils sont absolument pas habitués, et d'autre part les chaussures que portaient ces fameux c'était plutôt des tennis de week-end que des chaussures de trail en bonne et due forme. Bon, donc une première déception. Également, donc autre problème, c'est-à-dire que je comprends à ce moment-là pourquoi les choses ont changé aussi au niveau de la logistique et au niveau de la façon de pouvoir attirer les Raramuri sur la course. Parce que les années précédentes, je prévoyais effectivement pour les 3 premiers hommes et pour les 3 premières femmes donc des prix en pesos, parce que les Indiens quand même courent pour nourrir leur communauté, et effectivement les prix que nous réservons pour les 3 premiers leur permettent donc de faire vivre leur communauté pendant plusieurs mois. Mais par contre, pour tous les autres, on avait plutôt une démarche humanitaire, c'est-à-dire que pour ça, chaque finisher indien, donc on leur offrait un panier alimentaire, c'est-à-dire qu'on confectionnait des paniers avec à l'intérieur des réserves de maïs, de tissus, de cuir pour leurs sandales. Donc c'était des biens utilitaires que pouvait donc gagner chaque coureur qui terminait la course, y compris les premiers, bien sûr. Et là, cette année, il nous a dit non, on veut plus de panier alimentaire, on veut une somme d'argent basique pour chacun des coureurs qui termineront. Donc, ça m'avait étonné. Mais après l'épisode des chaussures, j'ai compris. Je me suis dit, à mon avis, si maintenant ils veulent de l'argent pour participer, c'est certainement encore une intrusion de leurs agents. Et je pense que ils doivent prendre un pourcentage sur la somme que l'on donne à chaque coureur pour pouvoir participer. Donc, voilà, intrusion un petit peu négative de ces agents dans la gestion de la carrière de ces coureurs.
Alors, quand on est organisateur comme toi et qu'on a déjà vécu plusieurs expéditions au Mexique avec un certain état d'esprit, j'imagine qu'il y a une déception quand on arrive et qu'on découvre ça sur le fait, il faut s'adapter, ça doit être pas évident à gérer. Oui, et puis moi j'étais surtout déçu pour les coureurs qui venaient avec moi, parce que c'était aussi pour eux, surtout, bon, il y avait l'aspect compétition, mais qui d'une certaine façon était quand même secondaire. Ce qu'ils voulaient, c'est découvrir ce peuple de héros grâce au livre de Born to Run, et et moi, je leur avais vanté un petit peu l'authenticité qui existait encore en 2018. En 2018, ils couraient tous en sandales. Et il y avait aussi une déception par un manque de contact avec cette année les coureurs. Parce que, bon, les Indiens ont toujours eu une certaine réserve, c'est-à-dire ils vont pas nous taper sur l'épaule, mais il y avait un contact qui avait pu s'établir les précédentes années. Et là, le jour du départ de la course et la veille où on a eu la cérémonie de remise des dossards et tout, moi je les ai trouvés différents par rapport aux autres années. On avait l'impression qu'ils étaient là vraiment en service commandé, c'est-à-dire qu'ils venaient pour gagner de l'argent. Et ils cherchaient absolument pas le contact et ils étaient vraiment très renfermés sur eux-mêmes et beaucoup plus que les autres années. Donc j'ai été déçu pour justement les concurrents qui venaient les côtoyer, parce que malgré quelques tentatives de discuter avec eux, aussi bien en espagnol ou par l'intermédiaire de notre guide Raramuri, il y avait il y a pas eu d'échange, si ce n'est, alors c'est là où je me dis que c'est encore cette intrusion des agents, parce que les deux seuls avec qui il y a eu une petite communication, c'est les deux jeunes qui, eux, étaient hors circuit des agents, puisque même les agents les connaissaient pas, parce qu'ils étaient trop jeunes et ils venaient un peu de nulle part. Et c'est avec ces seuls jeunes Raramuri que nos coureurs ont pu avoir un contact. Je te donne un exemple. Un de nos coureurs, qui est un coureur canadien, Johan Rock, lui, c'est un spécialiste de la course en sandales Luna. Et il s'était dit, bien, pour cette course, je vais faire comme les Indiens, je vais courir en Huarache. Donc, il est allé s'acheter au petit supermarché à côté, donc les fameuses Huarache locales. Et là où un contact a pu s'établir, c'est qu'un des deux jeunes Indiens lui a montré comment on attachait ses sandales. Et à ce moment-là, il y a un contact qui s'est établi, parce que Johan voulait les attacher d'une manière que l'Indien considérait comme absolument pas efficace. Donc, il s'est gentiment moqué de lui, puis ensuite il lui a montré. Donc voilà. Donc c'est là où je dis que c'est le côté négatif, c'est l'intrusion de ces agents, parce que ces deux Indiens qui, eux, étaient hors circuit des agents, eh ben, avaient les mêmes réactions que j'avais connues chez les Raramuri lors des précédentes courses. Et puis, bon, bah, ces deux jeunes, ils avaient aussi une tenue un peu improbable, c'est-à-dire qu'ils couraient comme avant les autres Indiens avec quasiment rien. Et même pour l'anecdote, un des deux jeunes était donc avec ses Huarache, il avait quasiment pas de sac, il avait dans la main gauche, il avait une bouteille d'eau, et dans la main droite, pour la course pour la nuit, une énorme lampe, mais avec une poignée. Donc tu vois, il était vraiment authentique d'une certaine façon, tandis que les autres, ils avaient le sac comme les coureurs modernes, la frontale et tout. Donc là, déception. Bon, la course part quand même. Hein, de toute façon, tu n'allais pas renvoyer à mourir, et loin de moi cette idée. Mais une déception. La course part. Et dès le début, les Indiens partent comme des avions. Le seul capable de les suivre, donc, c'est Julien Chaurier. Donc, à ce moment, jusqu'au premier CP, il y a 31 km.
Et on voit sur le suivi des balises que Julien fait course égale avec les Indiens. Il est dans le peloton de tête. Tous les Indiens étaient dans le peloton de tête. Et il arrive au premier CP, donc au bout de 31 km. Donc il arrive avec les premiers. À ce moment-là, on discute de 2-3 minutes et j'ai encore une confirmation sur le fait que les agents donc sont assez négatifs vis-à-vis des Indiens. Il me dit, oui, j'ai couru avec eux, mais je trouvais que ils savent pas courir avec des chaussures parce que il entend, paraît-il que il me disait sur les portions un peu plates, j'entendais des bruits pas possibles, c'est-à-dire qu'en fait, ils courent avec des chaussures comme s'ils couraient avec des sandales. C'est-à-dire qu'ils ont absolument pas la même approche du pied. Donc, preuve encore que ces chaussures ne sont absolument pas adaptées. Il me dit aussi, à certains endroits, on s'est un petit peu arrêté, et ils enlevaient leurs chaussures pour soulager leurs pieds. Donc, c'est assez triste à dire, parce que là, on se rend compte vraiment que ces chaussures, c'est pas un choix, mais c'est quelque chose qui leur est imposé. Donc, la course continue. Et dans toute la première partie, c'est-à-dire jusqu'au CP3, c'est la partie la plus compliquée, c'est la partie où on monte, où on descend, c'est absolument pas des pistes accessibles en 4x4, c'est des petits sentiers, des petits singles, des sentiers de chèvres. Normalement, c'est là où les Indiens font la différence, parce qu'ils sont totalement adaptés à cet environnement. Et Julien arrive à les tenir, et même, donc, il prend de l'avance. C'est-à-dire qu'au CP3, après 85 km et plus de 5500 mètres de dénivelé positif, Julien, étonnamment, arrive en tête. Alors que moi, je pensais que, malgré le très haut niveau de Julien, les Indiens dans cet univers-là auraient dû être en tête parce que ils connaissent déjà les sentiers et sont quasiment des chèvres. Ils courent comme des chèvres. Ils sautent de caillou en caillou. Et là, Julien arrive avec 20 minutes d'avance sur ces deux poursuivants qui étaient effectivement les deux meilleurs Raramuri, Pedro Parra et Reyes Satego. La course continue. Et alors là, sur la deuxième portion, chose naturelle, vu le niveau de Julien, donc comme c'est des sentiers un peu plus roulants, donc Julien accroît son avance. Nous, en parallèle, donc on suit la course de CP en CP. Donc moi, j'étais avec mon équipe au CP1. Au CP1, j'avais envoyé Simon Guignard, là, qui est donc le jeune qui avait fait la trace. Je lui avais donné un petit peu comme mission ce que je t'avais proposé avant ta blessure, c'est d'être un petit peu un coureur infiltré pour prendre de bonnes images en live. Donc il était parti du CP1 avant l'arrivée des coureurs pour les suivre au moins jusqu'au CP3 pour pouvoir voir défiler un petit peu tous les coureurs, aussi bien les premiers que les derniers. Alors là aussi, quelque chose d'étonnant, c'est que ce fameux Simon, du haut de ses 23 ans, a quand même été capable du CP1 jusqu'au CP3 de suivre Julien Chaurier. Donc je pense que c'est un ultra-trailer de haut niveau en devenir. Donc j'attends les images qu'il a prises parce que je vais avoir là pour la première fois donc des images d'un coureur français au milieu des Raramuri dans cet univers complètement préservé qui est la partie canyon avec traversée de rivière et tout. Donc je pense que là on aura de belles images. Bon, là aussi, j'ai eu les commentaires de Simon qui m'a dit qu'effectivement, donc il a vu tous ces Indiens qui très régulièrement enlevaient leurs chaussures et qui donnaient vraiment l'impression de ne pas avoir donc disons du matériel adapté pour ce genre de course. Donc nous, au CP1, donc on attend le passage de tous les coureurs, on prend un peu de retard parce que
Le dernier coureur arrive assez tardivement. Donc ensuite, on avait prévu de rejoindre par une piste transversale le CP3 qui se trouvait à 85 km. Donc nous, on prend des pistes improbables en 4x4 pour le rejoindre et on arrive au CP3 sur le coup de 19 heures. Et à ce moment-là, donc, on se dit, bon, il n'y a pas de problème. Les premiers venaient de passer, Julien et ses deux poursuivants. On se dit, on va aller donc au CP4 pour les retrouver. Et à ce moment-là, voilà, autre paramètre. Donc après, le problème donc des agents, maintenant on se trouve confronté à un problème lié au cartel de la drogue, car cette région est sous contrôle des cartels, ça on le savait depuis les autres courses. Notre course est annoncée, on a l'accord officieux des cartels, puisqu'on ne les gêne pas, même si on passe à côté de champs, un peu de pavots qui se trouvent d'une manière improbable sur le circuit. Voilà, donc il y a un accord entre notre organisation et les cartels. Voilà, bon, du moment que on leur porte pas ombrage, il n'y a pas de souci. Sauf, chose nouvelle, c'est que au moment où j'ai voulu repartir pour aller au CP4, et bien à ce moment-là, un des représentants des cartels dans ce village nous fait savoir que les cartels ne donnent pas l'autorisation de rouler la nuit. Bon, donc on tombe de haut parce que ça, on ne l'avait pas connu lors des précédentes courses. Alors on commence à parlementer un petit peu par l'intermédiaire de notre chauffeur. Il nous dit, mais bon, il y a quand même possibilité de s'arranger, moyennant un bakshish. Bon. Donc on se dit, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut quand même aller au CP4. Donc, on donne une petite somme, bon, qui est pas extraordinaire. Et donc, voilà, étonnamment, on obtient l'autorisation de rouler en début de nuit, donc sur une piste que l'on prend avec notre 4x4. Alors là aussi, on vit quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que à ce moment-là, on se fait dépasser par le 5e Raramuri. Donc il y avait 4 Raramuri de vent qu'on n'a pas rattrapé, mais donc il y a un 5e qui fait une partie de la course devant nous. Et à ce moment-là, on se rend compte de quelque chose que j'avais pas vu sur les précédentes courses, mais qui est assez sympathique cette fois-ci, c'est que il s'avère que cet endroit, donc, c'était le lieu de villégiature justement de ce Raramuri, et on s'est rendu compte que eh bien, alors le bouche à oreille fonctionnant, eh bien, sa communauté était venue pour l'assister. Alors, il y avait de temps en temps un coureur qui courait avec lui. Et puis aussi, il y avait un petit peu des ravitaillements sauvages qui étaient établis. Donc, il y avait des familles de Raramuri qui étaient en train de faire un feu au coin de la piste et tout, pour l'accueillir lors de son passage. Mais aussi, cet accueil, les autres coureurs en ont profité parce qu'après la course, Julien Chorier m'a dit, ben voilà, moi aussi, quand je suis passé dans cette zone, eh ben j'ai été soutenu par beaucoup par ces familles de Raramuri, donc certains sont mis à courir avec moi, et là il a connu quelque chose de vraiment intimiste avec eux et d'authentique. Donc on arrive au CP4. Et là, au CP4, on était à peu près en pleine nuit, il était minuit. Et là, justement, c'est là où se trouvait un des agents des Raramuri. Et là, je me rends compte que ces gens sont quand même assez néfastes. C'est-à-dire que bon, il y avait deux Raramuri qui étaient en train de se reposer. Et ce fameux agent, bon, d'une part, essayait de leur donner des poudres, un peu, je savais pas exactement ce que c'était, mais bon, à mon avis, c'était peut-être discutable ce qu'il leur donnait. Et puis aussi, il y avait une sorte de pression, c'est-à-dire qu'il leur parlait, les Raramuri voulaient se reposer, et bien visiblement, l'agent n'était pas d'accord, donc il
inciter à repartir assez rapidement. Donc bon, moi ça m'a choqué aussi, mais bon, bien sûr, je peux pas intervenir puisque c'est pas mon problème, hein, et même si ça me choque, bon, voilà, je suis obligé de respecter les us et coutumes, même si elles sont un petit peu discutables. Donc ça m'a pas vraiment plu non plus. Et en parallèle, on se trouve à ce moment-là confronté à un autre problème, c'est-à-dire que donc, en consultant donc le suivi, on se rend compte que Julien prend de plus en plus d'avance. Il a maintenant à peu près 1 heure d'avance sur ses 2 poursuivants. Et donc il était passé au CP4 depuis pas mal de temps et il était en train d'attendre déjà le CP5, donc il se trouvait à peu près à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Il était 1 heure du matin. Donc là, je me dis, bon, oula, il prend vraiment un temps d'avance, il va falloir quand même qu'on songe à retourner au camp de base, car ça ferait quand même vraiment désordre de ne pas être là pour l'arrivée de Julien. Donc je prévoyais que Julien, là, vu sa vitesse, devait arriver vers entre 6h et 7h du matin. Donc je me dis, il faut absolument que je parte. Et se repose le problème donc de l'interdiction de circuler de nuit. Et là, on me dit, ben voilà, il y a eu le bakshish qui vous a permis de partir du CP3, mais ça, c'est parce que c'était en début de nuit. Là, maintenant, on est sur le coup. Non, c'est même pas que c'est plus cher, c'est que là, ça pose problème. Alors, je comprends que ça pose problème parce que c'est la nuit, c'est là où les cartels font leur petit trafic. Hein. Je pense qu'il doit y avoir donc des échanges de produits illicites entre vendeurs et acheteurs. Donc, les locaux sur place au CP4 nous disent non, c'est interdit, vous n'allez pas pouvoir passer. Alors, bon, moi, je regarde toujours l'évolution de Julien et je me dis bon là, de toute façon, je peux encore un peu attendre, mais au plus tard à 4h du matin, il faut qu'on parte. Donc, à 4h du matin, je prends la décision, donc je calcule le risque, je me dis, bon, bah, ils connaissent notre course, bon, si on tombe sur un barrage, on va leur expliquer ce qui va se passer. Donc je décide avec Romain, donc mon beau-fils qui est mon adjoint, et le chauffeur, de partir. Mais heureusement que j'ai cette présence d'esprit, parce que pendant toute cette journée, nous, on avait véhiculé la femme de Thierry Corbarieux, qui était venue en accompagnante, donc Isabelle Corbarieux. Et bon, je me dis, non, là, il faut pas qu'on la prenne, parce que je sais pas sur quoi on va tomber. Donc, si on tombe sur un barrage, on sait jamais, quoi. Donc, je dis à Isabelle, écoute, tu vas rester au CP4, parce que il y a un risque. Je le calcule mal, mais je veux absolument pas te mettre dans l'embarras, donc tu restes. Et bon, heureusement que je l'ai fait. On part à 3. On prend la route, pas de souci. On traverse un village, pas de souci pour entrer dans le village. Et à la sortie du village, alors là, gros problème, donc 2 colonnes de 4x4 qui nous arrêtent. Un jeune, à peu près 18 ans, les yeux exacerbés de coke, nous arrête, tenue camouflée, avec masqué, on voyait que les yeux, Kalachnikov, qui commence à nous demander donc, voilà, d'ouvrir les vitres. Donc on ouvre les vitres, il regarde à l'intérieur, il nous fait écarter les bras pour voir ce qu'on portait. Le chauffeur donc commence à discuter très sereinement. Donc on avait un excellent chauffeur, il lui dit ben voilà, donc c'est la course Ultra Run Raramuri, vous êtes au courant. Donc le jeune est oui, je sais, il y a cette course, mais on autorise les coureurs à courir, mais vous savez très bien que les véhicules sont interdits. Pourquoi est-ce que vous roulez? Alors le chauffeur leur explique en espagnol que c'est parce que on doit aller au point d'arrivée pour attendre les premiers. Donc, il retourne vers un autre 4x4. Et à ce moment-là, donc, on voit arriver un autre personnage dans la même tenue, mais beaucoup plus âgé. Donc on se dit là, oula, il va peut-être y avoir encore un souci. Il refait le tour du véhicule, il nous regarde, et bon, à ce moment-là, il nous fait signe, ok, allez-y. Donc, on se dit, voilà, bon, heureusement ça se passe bien, mais ça ne tenait qu'à un fil. Il suffit d'un mauvais regard
Et là aussi, je me dis, heureusement qu'on n'a pas pris Isabelle, parce que, bon, d'une part, je ne savais pas quelles auraient été ses réactions. Et vis-à-vis de ces jeunes, un peu sous coke, etc., je me suis dit, avec une femme, ça aurait pu être très, très grave. Donc, voilà. Donc, encore quelque chose qui a évolué. Je me suis rendu compte que, de plus en plus, le poids des cartels, donc, dans cette région, est de plus important, est de plus en plus important, et que ça devient un risque bon, qui est difficilement supportable. Donc on s'en est bien tiré. Le lendemain aussi, encore, on se rend compte que cette zone avec les cartels, ça devient de plus en plus problématique, car on voit arriver, on entend un bruit d'hélicoptère, et il s'avérait qu'il y avait donc un hélicoptère de l'armée qui était en train donc de faire une opération entre guillemets un peu punitive dans la région, parce que quelques jours avant, il y avait eu donc une colonne de véhicules des cartels qui avaient voulu donc supprimer un des préfets de la région. Leur expédition punitive avait pas marché. C'était le garde du corps qui avait été assassiné. Donc, en représailles, il y avait donc un hélicoptère de l'armée qui était en train de mettre une pression un petit peu sur les cartels. Donc, on s'est dit, cette zone, elle devient de plus en plus difficile à cerner. Donc, arrivée de... Je referme la parenthèse. Donc, arrivée de Julien. Donc, Julien arrive au bout de 25 heures, 1 minute, seul, extrêmement serein, à peine marqué. Et il bat le record du fameux Juan Contreras Garcia, qui était de 25 heures, 24 minutes. Donc, et il arrive avec 1 heure et demie d'avance sur ces deux poursuivants, Pedro Parra et Reyes Satevo. Alors pour la petite histoire, parce qu'il y a toujours bon, cette appât du gain, c'est-à-dire que Pedro Parra et Reyes Satevo ont sprinté pour voilà, pour avoir la deuxième place. Donc c'est Pedro Parra qui termine deuxième avec 1 seconde d'avance sur Reyes Satevo. Bon, ils n'avaient pas l'air d'être aussi très très marqués. Je pense que l'écart d'1 heure et demie donc, est dû au fait qu'ils ont couru en chaussures. Je pense qu'en tout état de cause, Julien était d'un niveau supérieur. Donc ça, on casse un petit peu le mythe. C'est vrai que même sur leur territoire, ces Indiens donc, ne sont pas invincibles. Mais je reste persuadé que s'ils avaient couru en sandales, l'écart aurait été nettement moindre parce que ils auraient certainement pris de l'avance sur la première partie. Et je pense que c'est pas 1 heure et demie qui les aurait séparés, mais peut-être 1 demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Donc les deux suivants, donc Pedro Parra et Satero. 1 heure après arrive l'ancien recordman de l'épreuve, Juan Contreras Garcia, qui lui arrive un peu éprouvé, mais bon, ça s'explique aussi, c'est qu'il n'est plus tout jeune non plus, donc lui, il approche de la cinquantaine. Donc, et puis ensuite, donc on a pendant toute la journée arrive, disons, un certain nombre donc de coureurs Raramuri, et dans la nuit, le premier Français après Julien, qui est Jérôme Chauvin, qui est un coureur de ma région, du Luberon, qui arrive lui aussi extrêmement frais, donc suivi par un jeune Christophe Dain, qui est un jeune coureur aussi très très prometteur. Et au fur et à mesure, donc, et au petit matin, arrive la première féminine, Vanessa Morales. Vanessa qui, regrette de ne pas avoir pu être confrontée aux Indiennes, parce que aussi ça aurait été une partie de son aventure. Mais elle termine donc assez fraîche, mais aussi avec beaucoup de mérite, parce qu'elle a dû subir un problème technique, c'est-à-dire qu'au départ de la course, eh bien, bon, ben, sa montre n'a pas marché, donc elle n'avait pas elle n'avait pas de traces. Donc, elle n'a dû se référer qu'au balisage physique, qui cette année était quand même moins précis que les autres années, puisqu'il y avait la trace, donc j'avais moins insisté sur le balisage.
Donc suite à cela, donc elle s'est perdue plusieurs fois. Donc elle a fait certainement beaucoup plus de kilomètres et elle a dû gérer un stress lié au fait que pendant plusieurs heures, donc elle était quand même un peu perdue. Aussi subir un autre stress parce qu'elle est tombée sur des Indiens, quelques concurrents Raramuri qui n'ont pas été très sympas avec elle. C'est-à-dire qu'elle s'est trouvée à un moment donc avec trois Raramuri qui étaient également dans la course et qui s'étaient un peu perdus comme elle. Et à un moment, bon, elle les a vus partir à fond la caisse, donc ils ont quasiment décidé de la semer, alors qu'ils étaient quand même tous dans un endroit où ils avaient du mal un petit peu à s'orienter. Donc là aussi, ça a été un petit peu une déception parce que bon, je considère que quelle que soit ta nationalité, bon, c'est quand même pas bon, surtout à ce moment-là, donc ces Indiens donc n'avaient plus rien à gagner si ce n'est de terminer pour toucher la somme qui leur a été promise. Le fait d'essayer de semer Vanessa, bon, j'ai trouvé ça quand même assez étonnant. Bon. Quoi qu'il en soit, tout le mérite pour Vanessa qui a terminé première, donc pour son premier ultra run dans des conditions un peu difficiles. Et au fur et à mesure, donc les coureurs sont arrivés. Alors pas tous les coureurs, parce que étonnamment, malgré le niveau de ces coureurs, j'ai jamais eu autant d'abandons que sur cette édition. C'est-à-dire que sur les 27 participants, donc j'ai 17 finishers, mais 10 abandons, aussi bien donc des abandons de Raramuri que de coureurs de haut niveau. Alors, plusieurs explications pour cela. En particulier, déjà, l'adaptation à l'altitude et à la chaleur, ce qui a posé un problème déjà à certains coureurs canadiens, donc Johan Rock et sa compagne Anne Jones, qui eux donc débarquaient du Canada où il faisait encore des températures négatives. Ils arrivent, on a eu plus de 40 au fond des canyons, et puis aussi eux ont eu beaucoup de mal à gérer l'acclimatation à l'altitude. Donc ils ont arrêté au CP2. Bon, après avoir vu quand même une des parties les plus belles à travers les canyons, mais c'est vrai qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils auraient dû venir avant pour s'adapter à l'altitude. Bon, tout le monde ne réagit pas de la même façon à l'altitude. Il y en a pour qui ça n'a posé aucun problème. Alors, autre abandon, même de certains coureurs de très bon niveau, mais aussi il y a aussi des explications. Par exemple, Thierry Corbailleux a abandonné au CP4 après plus de 130 km, mais lui, il s'est rendu compte qu'il avait un peu trop forcé sur la machine parce qu'un mois et demi, il avait gagné donc une course extrêmement dure dans le nord de l'Alaska par des températures de moins 40 degrés. Donc, il s'est bien rendu compte que là, il avait peut-être un peu trop poussé la machine. Et c'est vrai qu'il a réussi à aller jusqu'au CP4, ce qui est déjà super à la force du mental, mais dès le CP1, il sentait pas très très bien. D'autres ont fait des erreurs de navigation aussi, parce que il y en a certains qui n'ont pas réussi donc à bien entrer la trace, etc., et qui ont un petit peu jardiné dans les canyons. Ça a été le cas de coureurs assez émérites comme Theo Schmidt et tout, qui lui aussi en plus s'est pris plusieurs chutes, a été désorienté, etc. Donc on a eu quand même pas mal d'incidents techniques liés, comme je disais, soit à l'altitude, soit à la chaleur, soit à des erreurs de navigation. Donc c'est ce qui explique les abandons d'une dizaine de coureurs. Bon, ce qui reste quand même aussi un peu paradoxal, parce que sur les autres courses, il n'y avait pas de traces, il y avait juste un balisage, j'ai eu moins d'abandons. Aussi, il faut dire que là, comme c'était une course un peu plus élitiste, l'étang pour terminer donc était beaucoup plus juste. Donc il y avait une barrière horaire de 60 heures. Alors 60 heures, c'est quand même sur cette distance, il faut pouvoir la tenir, la tenir. Et ça sous-entend que les coureurs sont un peu plus sous pression. C'est ce qui explique aussi peut-être ces abandons, c'est-à-dire qu'ils ont moins le temps. Ils sont obligés donc de respecter un certain rythme. Parce que, par référence, 60 heures, c'était quasiment l'heure des premiers Français sur mes précédentes courses. Là,
tous ceux qui ont terminé quand même dans ce créneau de 60 heures. Le dernier étant Gérard Segui, qui est un coureur qui est un peu âgé, qui lui aussi a eu un problème d'orientation avec sa montre. Donc lui, il a terminé à un moment, il a pas vu donc un endroit où il fallait bifurquer. C'était un endroit où il y avait donc une flèche qui indiquait vers l'arrivée et une autre flèche qui était commune à la première étape. Et lui, donc, il n'a pas vu, donc il a repris le chemin de la première étape, mais en sens inverse. Et là, il s'est perdu, il est arrivé dans un état un peu lamentable, mais ça fait partie de l'aventure aussi. Donc, bon, je suis quand même satisfait, comme sur mes précédentes courses, je n'ai perdu personne, tout le monde est arrivé. Donc, c'est encore une preuve que sur ce genre de course, il faut avoir un super mental parce que il y a toujours donc des imprévus et il faut s'adapter aux situations. Donc c'est surtout une aventure. Donc ils sont tous rentrés avec la déception pour ceux qu'on dû arrêter, mais ils ont tous, et ça c'est ce qui me satisfait, ils ont tous, d'après les échos que j'ai eus, ils ont vécu une très belle aventure. Mais bon, voilà, le temps évolue, donc moi je considère que peut-être que à trop côtoyer donc ces peuples, est-ce qu'on n'est pas à l'origine de ces dérives, hein? Bon, parce que si on n'est pas se confronter à eux, il y aurait peut-être pas la présence de ces agents qui cherchent à tirer du profit de ces coureurs qui sont devenus mythiques par le livre de Born to Run. Donc, je sais pas, moi, ça me pose un petit problème de conscience. Je me dis, est-ce que c'est pas nous qui sommes à l'origine de tout ça, hein? Parce que si on n'était pas venus, si on les avait laissés complètement tranquilles, courir entre eux sans côté compétition, on n'aurait pas créé, en fait, ce virus, le virus de ces agents qui côtoient les Indiens uniquement pour leur estorquer de l'argent. Donc voilà. Je sais pas si on l'a créé, mais on l'a peut-être juste accéléré. En fait, au bout d'un moment, il y aurait peut-être eu cette conscience que ces coureurs sont bons, sont forts et que ces agents seraient arrivés. Donc on l'a peut-être juste accéléré. Alors peut-être qu'on va les laisser maintenant tranquilles puisque le mythe est cassé. En tout cas, moi, je ne referai pas. Si je comprends bien, il n'y a plus d'édition suivante sur. Non, ça je le fais pas parce que c'est vrai que malheureusement, je pense que cette perte d'identité va s'accroître, hein, parce que ces agents sont de plus en plus présents. Bon, il y a le côté quand même cartel. Même si c'est un risque que j'arrive à juguler, on n'en est jamais à l'abri de l'édition de trop. Non, là, pour le Mexique, pour moi, c'est terminé, hein, maintenant. Alors, après, ça reste une belle aventure, de beaux souvenirs, mais moi, si ces Indiens avaient conservé leur identité, je pense que j'aurais peut-être continué parce que c'est vrai que cette course a eu pas mal de retombées médiatiques, hein. Il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis, donc ça peut-être que ça peut donner l'envie à des aventuriers de venir parce que c'est une véritable aventure, hein. Abstraction faite même des rares à mourir, on court dans des endroits extraordinaires. C'est des paysages authentiques, hein. Je pense ça n'a pas changé au fond du canyon, ça n'a pas changé depuis 4-5 siècles. Mais voilà, je pense que en tout cas pour ma part, la boucle est bouclée. Je suis très 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 content d'avoir fait cette dernière édition pour avoir un petit peu la réponse à ce mythe. Alors aussi pour l'anecdote, c'est-à-dire que c'est Born to Run qui a été à l'origine de l'intérêt pour ces coureurs, et on avait sur la course le traducteur de Born to Run, Jean-Philippe Lefief, qui lui a arrêté la course aussi au CP4. Alors parce que lui aussi, il s'est trouvé un autre problème que j'ignorais au départ, c'est que Jean-Philippe est un coureur daltonien. Donc, le balisage, il le voyait pas.
Donc, autre difficulté pour lui. Donc, mais bon, par contre, il a été ravi de cette expérience culturelle parce qu'il connaissait pas les Raramuri, même s'il avait traduit le livre. Et comme cette course correspondait avec l'anniversaire des 20 ans de la traduction du livre de Born to Run, il va y avoir une nouvelle édition de Born to Run, et lui va rajouter à cette édition un additif pour raconter son expérience. Bon, j'ai lu déjà le texte qu'il va mettre, c'est vraiment très bien écrit, et c'est un très bon résumé de tout ce qu'on a vécu. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup Jean-François pour ce détail vraiment. Tu es rentré dans les détails de ta course, de tout ce que tu as vécu, de ce que les coureurs aussi ont vécu. On imagine les moments de stress, on imagine aussi parfois ta déception sur certains sujets. Enfin, on l'a bien comprise en tout cas. En tout cas, moi, je commence un petit peu à te connaître et je te fais confiance pour réserver encore de belles aventures à d'autres coureurs aventuriers dans d'autres régions du monde. Parce que même si les canyons du Mexique doivent être fabuleux à découvrir, il y en a plein d'endroits magnifiques à découvrir et à parcourir sur les modalités que tu inscris comme type de course. En tout cas, moi, ce sera avec grand plaisir que je te recevrai une nouvelle fois pour discuter de toutes ces belles aventures et puis d'inciter les coureurs à aller aussi découvrir des zones du monde qui leur sont inconnues et dans des cultures inconnues différentes des nôtres. C'est vrai que c'est parfois un peu décevant de voir cette occidentalisation de peuples qui était resté un petit peu préservé. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la modernité. Bon, par contre, moi j'ai été très content parce que l'équipe des 15 coureurs qui sont venus, il y a eu une véritable osmose qui s'est établie entre eux. Et j'ai apprécié l'état d'esprit de chacun parce que ça n'a pas été évident pour tous. Hein, ils ont tous connu à des degrés différents donc des difficultés. Et même malgré la déception, puisqu'il y a eu beaucoup d'abandon, ceux qui avaient abandonné, même s'ils ont dû gérer certaines déceptions, ils sont restés totalement positifs. Et je garde en particulier le souvenir de la dernière soirée qu'on a fait à Chihuahua, où tout le monde s'est éclaté et a laissé, s'exprimer le côté épicurien de tous ces coureurs, hein, parce que ce sont donc des athlètes de très haut niveau, mais qui n'hésitent pas à faire la fête quand il faut faire la fête. Et ça m'a beaucoup plu. Je crois qu'il faut rester là-dessus, effectivement, c'est le meilleur souvenir qu'on puisse garder. En tout cas, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur les participants, j'ai reçu Johan Rock sur le podcast, j'ai aussi reçu Vanessa Morales, qui nous parle de son Ultra Run Raramuri, alors avant de l'avoir fait, mais vous connaîtrez un petit peu son parcours qui est plutôt orienté sur l'alpinisme. Et puis vous saurez un petit peu ses inquiétudes et puis son mode de préparation pour cette course qu'elle a réussi. Du coup, maintenant vous avez un peu le résultat. Merci beaucoup Jean-François. Malheureusement, je vais devoir clôturer cet épisode, même si j'aurais eu plein de questions à te poser. En tout cas, on aura l'occasion de se reparler pour d'autres projets et aventures. À bientôt, merci à tous. Vous avez été une dizaine tout le long de l'épisode à nous regarder. C'est peut-être le retour des lives comme ça, une fois de temps en temps. Donc, merci beaucoup Jean-François pour ta participation et à très bientôt pour d'autres aventures et projets. Bien sûr. Merci François, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.